Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va prendre d'abord un cours d'histoire appliquée et humoristique avec Thibaut Gagnage. Le youtubeur a même attiré l'attention de Jamie Gourmaud et évidemment celle de l'école du futur. Elle attire notre attention dès son passage dans une émission ici sur School TV, c'est Amélia Mattar. Amélia, tu as une idée derrière la tech et aujourd'hui encore une fois, on va se poser la question de savoir si ChatGPT peut nous éclairer sur l'éducation des enfants. IA contre parents, ça va être ton match de la semaine. Oui, ChatGPT est-il éclairant sur l'éducation des enfants, effectivement? Eh ben on en parle avec toi, puis on va le commenter justement avec nos débatteurs du jour, car vous le savez, c'est jeudi, c'est le Club Actu. On va refaire le match de l'Actu Tech et Éducation. En première partie, le RGPD concerne les entreprises, oui, mais aussi le monde de l'éducation. La CNIL vient de le rappeler à plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Le régulateur vient de les mettre en demeure pour non-respect des données de leurs étudiants et étudiantes. On en parlera dans un instant. Et puis en deuxième partie, allez, on fait un focus sur le jeu vidéo parce que c'est la première fois en 10 ans que les recettes de l'industrie sont en repli en Chine. C'est pourtant le premier marché au monde. Pékin a déclaré la guerre à l'addiction des jeunes aux jeux vidéo. Au détriment du marché, réponse à venir, ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Pour en parler, pour en débattre, surtout Alexis Clouet, CTO de Digital et Metaverse Collège. Hello à toi. Salut. Et Greg Warkop qui nous attend à Marseille, fondateur de GRK Conseil. Bonjour à toi Greg. Bonjour Marjorie. Amélia aussi débattra avec nous, mais d'abord, focus. Apprendre l'histoire en s'amusant, mais aussi démonter les préjugés avec humour. C'est ce que propose Thibaut Gagnage sur sa chaîne YouTube Histoire appliquée, suivie par plus de 130 000 abonnés. Une communauté qui a encore un peu grandi depuis qu'il a été repéré par Jamie Gourmaud et évidemment aussi par Xavier Terrade. Napoléon, Gengis Khan, Alexandre le Grand, Jules César, ces grandes figures historiques sont réputées pour être des conquérants. Mais parmi eux, lequel peut être considéré comme le plus grand conquérant? Thibaut, de la chaîne Histoire appliquée, est ici, dans l'atelier, pour nous répondre. Même Jamie fait appel à lui. Une sorte de consécration pour Thibaut Gagnage, de la chaîne Histoire appliquée. Et oui Jamie, c'est une très bonne question. Qui est le plus grand conquérant de l'histoire? Pour y répondre, il faut commencer par se poser une autre question. Sur quels critères doit-on se baser? Alors si la grandeur était proportionnelle à la taille, pas sûr que Napoléon l'emporterait. Il ne mesurait qu'1,68 m. L'un des secrets du succès d'Histoire appliquée, c'est l'humour qui s'en dégage. Il a renforcé le système monétaire, construit de nouveaux réseaux routiers et fondé un certain nombre de villes. La plus célèbre étant bien sûr Alexandrie. Bon, je dis Alexandrie, mais je parle de celle d'Égypte, parce qu'Alexandre avait tendance à appeler toutes les villes qu'il fondait Alexandrie. Et il en aurait fondé entre 20 et 70. Le youtubeur, qui teste l'histoire autour d'une tasse de thé, a plus de 130 000 abonnés. Alors si vous avez toujours voulu savoir si une épée est aussi lourde qu'on le prétend, si l'on étouffe dans un corset, ou si un chevalier en armure ne pouvait pas se relever, je vous propose d'attacher votre ceinture. Thibaut Gagnage en profite aussi pour mettre un terme à certaines idées reçues. Si je vous demande, avouez vos contemporains, quelle est la façon la plus ancienne d'allumer du feu, vous allez sans doute me répondre qu'il faut frotter 2 silex les uns sur les autres. Mais ça, c'est mis en visiteur, c'est de la foutue magie. L'ingénieur culturel avait pour projet de donner une voix à l'histoire sur Internet avec une approche concrète. Aujourd'hui, c'est mission réussie, mais jusqu'où et jusqu'à quand, seule l'histoire le dira. Ces influenceurs et influenceuses positives que vous connaissez bien désormais grâce à l'école du futur. Allez, on va débattre dans le Club Actu, échauffer vos arguments, messieurs, dames. On va d'abord rouvrir le match RGPD Éducation. Et pour débattre de l'actu avec nous aujourd'hui, vous le savez, Alexis Clouet, Grégoire Kopp et Amélia Mattar. Alors, messieurs, dames, rappel du contexte et de l'info qui est tombée ce lundi. Le RGPD concerne les entreprises, que là tout va bien, mais aussi le monde de l'éducation. C'est la CNIL qui vient de le rappeler en mettant plusieurs établissements d'enseignement supérieur à l'amende. En tout cas, pas encore. La sanction et l'amende peuvent venir après. Il est d'abord question de mise en demeure pour non-respect des données de leurs étudiants.
clairement, ce qui s'est passé, c'est que ces établissements d'enseignement supérieur n'ont pas su respecter la réglementation générale sur les données personnelles européennes concernant des fichiers utilisés pour la gestion administrative et pédagogique des datas de leurs étudiants et étudiantes. Plusieurs points de non-conformité, notamment sur la durée de conservation des données, sur l'information délivrée aux étudiants en matière de ce à quoi vont servir leurs données n'a pas été faite, ainsi que la sécurisation des données. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais c'est très pragmatique, Alexis. Notamment toi, chez Digital et Metaverse Collège, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, tu dois te conformer à ce fameux RGPD qui est entré en vigueur en mai 2018, faut-il le rappeler. Concrètement, ça se passe comment quand on est une école? On est soumis à quoi? On est déjà soumis aux normes RGPD, mais surtout effectivement à une transparence et à une sécurité appliquée, mais davantage que les entreprises, parce que la donnée qu'on collecte auprès des étudiants, elle est beaucoup sensible. On a leur nom, prénom, mais on a également leur CV, leur passeport, on a leurs données de paiement également, on a leur sécurité sociale si c'est des étudiants en initiale. Donc en fait, on doit absolument être transparent sur l'utilisation. On ne peut pas la redistribuer à d'autres personnes, à d'autres tiers, ça c'est sûr. La sécurisation, l'archivage, également la durée de conservation. Donc on est vraiment, attention, étiqueté. Et même quand on a un audit de contrôle de validation au sein de notre école pour vérifier si on est une école reconnue, etc. Ça fait également partie des choses qui sont contrôlées et vérifiées. Donc c'est-à-dire qu'au-delà même des RGPD, aujourd'hui une école se fait visiter pour un audit où on nous demande également cette collecte de données. Donc c'est quelque chose où malheureusement ils ont dû soit pas archiver les données, soit pas avoir informé les étudiants de l'utilisation de ces données, et donc ils ont été topés effectivement par la CNIL. Par le gendarme, matière, en effet, par la CNIL. La CNIL qui précise en effet que les données personnelles des étudiants ne peuvent pas être conservées indéfiniment, que également en matière de gestion de ces données, on ne peut pas forcément toujours faire appel à des sous-traitants, en tout cas pas à plusieurs sous-traitants, parce que ça multiplie les étapes, notamment de conservation, d'archivage de ces données, et donc les failles de sécurité possibles. C'est donc extrêmement encadré. Vous, chez Digital et Metaverse Collège, vous avez fait appel à quel type de solution justement pour la conservation et la gestion de ces données? Je crois que vous l'avez créé en interne. Absolument. On a un groupe en interne qui développe des solutions numériques, et ils ont développé notre base CRM où toute notre donnée est conservée en interne. Comme ça, on sait la gérer, on sait la filtrer, on sait la stocker et surtout la sécuriser. Parce que les écoles sont très sensibles justement à ces tentatives de hack. Ouais. Parce que justement, c'est une mine d'or pour les hackers. C'est-à-dire qu'on a toutes les informations sur vous. Donc effectivement, on a préféré tout centraliser, même si ça nous a coûté. Forcément, on se rend compte que la donnée, ça coûte cher. Mais derrière, ça nous permet de sécuriser, d'être beaucoup plus serein par la suite. Au moins là, on sait sur quoi on se repose, quoi. On n'est jamais mieux servi que personnel en matière de sécurisation des données. Grégoire, je fais appel à ta casquette de spécialiste de la régulation, notamment sur les données personnelles et réglementation européenne s'il en est. Ce que nous dit Alexis, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que les données, notamment des étudiants, des écoliers, des apprenants, c'est de la nitroglycérine. On a souvent parlé du statut très particulier des données de santé, notamment. C'est équivalent? Oui, c'est équivalent parce qu'il y a beaucoup d'informations personnelles très précises qui sont compilées au même endroit. Je pense que par cette décision, la CNIL fait aussi de la communication et de la pédagogie. Avant, on se rendait compte que les données étaient sensibles parce que des gens pouvaient avoir des comportements malveillants ou alors les utiliser à des fins commerciaux. Et bien là, c'est encore autre chose. C'est vous avez des données sensibles, vous les utilisez pas forcément de manière malveillante ni pour des raisons commerciales, mais elles existent et il faut en prendre soin. Il y a une vraie hygiène de traitement des données et c'est pas pour rien que ces données, il faut y prendre soin et faire attention parce qu'elles peuvent soit être utilisées par d'autres, soit être hackées évidemment, mais il y a une vraie rigueur à mettre en œuvre. Et donc, dans des établissements scolaires, par exemple, on peut se dire qu'ils n'ont pas fait très attention. C'est plutôt de la négligence que de la malveillance, mais c'est pas possible parce que ces données sont justement très sensibles. On est 5 ans après l'entrée en vigueur de ce fameux RGPD, je le rappelle, le règlement général sur les données privées. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, Grégoire ? Oui, c'est évident, il y a beaucoup de pédagogie à faire parce que s'il y a une intention maligne, néfaste, on se rend compte que ces données peuvent être utiles, mais la plupart des gens vont en collecter et vont pas se rendre compte
qu'ils peuvent mettre à risque les données. Ils ne peuvent même pas forcément imaginer que ces données peuvent être utiles à certains hackers parce qu'on n'imagine pas forcément le mal. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être qu'une phase émergée de l'iceberg des données qui sont bien traitées, mais il y a énormément d'acteurs qui, plutôt par négligence, par manque de temps, d'argent, parce que voilà, ce n'est pas leur préoccupation première, ne font pas assez attention à ces données. Et donc, par cette décision, la CNIL envoie un signal, notamment dans ce milieu des établissements scolaires. Faites attention, parce que ce que vous possédez est important, vous avez une responsabilité, il faut les traiter d'une bonne manière. Amélia, je vais faire appel à ton autre casquette, celle évidemment de cofondatrice de Coloris. Encore une fois, chez Coloris, tu apprends la logique algorithmique, la logique mathématique et du codage aux enfants de 3-6 ans sans écran. Dans la mesure où tu travailles là aussi avec des enfants qui ont donc des datas assez sensibles à pouvoir gérer, toi aussi tu es soumise au RGPD en tant que start-up. De toutes les manières, oui, peu importe, j'ai envie de dire, l'activité de Coloris. Alors, s'agissant des enfants, nous, c'est assez simple, on ne collecte absolument rien. Peut-être le prénom, et voilà, et c'est absolument tout. On fait des statistiques sur nos ateliers, mais qui sont complètement anonymisées. En revanche, on forme des adultes, et là, effectivement, on fait très attention à la collecte des données à ce moment-là. Nous, notre choix par rapport à tous ces outils, c'est le plus possible de faire appel aussi à des outils français qui du coup seront plus facilement en conformité avec la réglementation européenne qu'à des outils américains. Il y a beaucoup quand même d'offres qui sont outre-Atlantique. Mais ce que j'observe et ce que je trouve assez difficile en tant que petite entreprise, parce qu'on est une petite entreprise, c'est qu'on est soumis aux mêmes injonctions que des très grandes entreprises, sauf qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens d'application. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, nous, on contourne cette problématique avec ce choix d'outils plutôt français. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'être dans la même conformité que d'une très grosse entreprise quand on n'a pas du tout les mêmes moyens. Ouais, on le rappelle, avec la mise en place de ce fameux RGPD est aussi venu tout en vocabulaire associé, notamment les DPO, qui sont les Data Protection Officers, dont chaque entreprise doit se doter pour pouvoir garantir à la fois la façon dont est récoltée, utilisée, exploitée, stockée, storée cette donnée. Vous avez un DPO chez Digital et Metaverse College, Alexandre ? Alors, pas une personne à part entière, mais on a également justement le fameux groupe qui a développé ce CRM est qualifié pour ça, et on est très heureux de l'avoir parce que justement, c'est ce qu'on expliquait, c'est la nitro. Hein. On se rend pas compte, mais imaginez que vous avez votre contrat de travail, votre carte d'identité, votre carte vitale, vos moyens de paiement, votre nom, prénom, adresse de domicilisation qui est lâché dans la nature. Évidemment que c'est un peu angoissant. En tout cas, moi, j'aimerais pas que tout ça soit mis à libre disposition. Donc, c'est quelqu'un qui est formé en interne et qui aujourd'hui a développé tout ça, et c'est nécessaire. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça l'est, en tout cas. Oui, absolument. C'est devenu un nouveau réflexe, Grégoire, le fait justement de devoir se conformer, encore une fois, au fait que ces données doivent être hébergées, doivent être exploitées de façon, là aussi, éthique et transparente. Dans le RGPD, il y a aussi cette obligation de transparence, notamment en cas de cyberattaque pour les entreprises. Elles le font, ça y est, le réflexe a été pris ? C'est compliqué parce que le réflexe n'était pas là. C'est un réflexe qu'il faut créer aujourd'hui. Un, parce qu'on ne se rendait pas compte de l'importance de ces données. Et deux, parce qu'on ne sait pas toujours comment réagir dans ces moments de crise. Si vous subissez une cyberattaque, pensez d'abord à la survie de votre entreprise et évidemment aux dommages réputationnels qui va venir après. Et c'est ça qui se prépare à l'avance, en fait. C'est là qu'on peut intervenir en termes de communication de crise, de préparation à la gestion de crise, pour que des process soient bien établis et que lorsque, malheureusement, le drame arrive, en fait, on soit préparé, il y a des hypothèses cadrées et qu'on ne soit pas dans l'improvisation. Donc c'est là-dessus que les entreprises de plus en plus se préparent et elles sont bien accompagnées. Il y a de plus en plus de gens qui sont formés à cela et c'est quelque chose qu'on fait au quotidien d'accompagner des entreprises là-dessus. Ouais, et pourtant, les cyberattaques et les ransomware, qui sont ces rançongiciels, sont en hausse et ciblent de plus en plus les écoles. Alors, toute taille d'école confondue, on parle à la fois d'écoles primaires, d'établissements d'enseignement supérieur, des écoles du premier et du second degré. Voici ce que dit l'enquête Sophos de 2022. Sophos étant une société de cybersécurité, donc elle sait a priori de quoi elle parle. Elle consacre même une étude en particulier sur l'état des rançongiciels dans l'éducation. Rien que pour l'année dernière, et cette étude a été menée dans 31 pays, eh bien, il y a une hausse d'au moins 16% des attaques de ransomware qui ciblent les écoles, les collèges, les universités. 56% des établissements d'enseignement de base auraient subi d'ailleurs des attaques pour rançongiciels au cours de l'année écoulée, rien que pour
2022. C'est un véritable fléau, Alexis. Oui, heureusement qu'on est bien préparé parce qu'on le voit, hein, les faux mails, maintenant ces personnes-là sont très malines, ils arrivent à avoir l'identité justement de certains collègues que j'avais pu déjà raconter et en fait ils évoluent tellement constamment que c'est difficile de faire face. Aujourd'hui on y arrive, donc pour l'instant heureusement que c'est pas une problématique qu'on a rencontrée, mais les écoles doivent vraiment faire attention à ça et il y a une forme d'éducation à leur donner justement parce que c'est un nouveau moyen justement pour ces hackers de pénétrer dans des données précieuses, donc ça on le voit tout le temps, alors tout le temps pas tous les jours mais tous les mois on a des tentatives d'attaque régulières en tout cas, ouais, c'est sûr, on fait face tous les jours. Grégoire, les écoles, sans mauvais jeu de mots, c'est le nouveau terrain de jeu pour les hackers ? Les établissements publics, oui, dans leur ensemble, parce que les entreprises, justement, depuis 4 ans, se sont préparées. C'est elles qui ont été les premières ciblées. C'est elles qui avaient l'habitude du traitement commercial des données. Donc, elles se sont vite rendues compte aussi de l'importance et du dommage réputationnel. Mais on le voit aujourd'hui, les écoles, les hôpitaux sont beaucoup moins bien préparés. L'administration est moins préparée. Donc, c'est plus simple pour des hackers d'aller peut-être pénétrer ces systèmes-là. Et les données, ils sont très, très sensibles également, voire encore plus sensibles que dans les entreprises. Donc, malheureusement, oui, c'est une cible. Et qu'il y ait un plan là-dessus au niveau gouvernemental, voire européen, ferait sens parce qu'il faut vraiment protéger les données des citoyens et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui les administrations soient tout à fait prêtes à mettre les moyens nécessaires pour se protéger. Alors il y a la loi notamment européenne en matière de résilience cyber qui prend le relais là aussi des précédentes législations en matière de cybersécurité et d'obligation aussi de déclaration de ces cyber-incidents pour les entreprises et pour les institutions. Tu penses qu'il faudrait renforcer encore cet apanage législatif et réglementaire ? Pas forcément au niveau de la loi et des règlements, parce qu'une fois que les textes sont pris, c'est plutôt dans l'application et c'est plutôt donner des moyens concrets. Parce qu'on peut mettre les lois les plus strictes possibles, s'il n'y a pas l'argent et le personnel formé pour le faire, ça sert à rien. Donc allons plutôt dans des modalités concrètes d'application, peut-être par des transferts de savoir. On voit que sur cette notion de DPO dont on parlait à l'instant, il y a beaucoup de DPO des premières boîtes tech des années 2012, 17, 18 qui se sont mis à leur compte parce qu'ils avaient l'expertise, ils ont monté des structures de DPO externalisées. Donc comment mettre des liens pour que ces gens-là qui servent les intérêts privés où ils sont le mieux rémunérés, puissent aussi avoir intérêt à aller dans l'intérêt public, où peut-être la rémunération est moins forte, mais les enjeux pour nous, citoyens, sont très importants. Donc réfléchir à cela pour permettre de faire prendre ces compétences qui existent et les donner accès au secteur public à ces compétences. Oui, c'est-à-dire que typiquement, quand un établissement d'enseignement supérieur comme Digital ou Metaverse College peut se doter de son propre CRM, faire travailler justement des ressources directement là aussi en interne, peut-être qu'en effet, dans l'enseignement supérieur public, les universités ou l'éducation nationale là aussi publique, on aurait besoin de pouvoir attirer plus de compétences, plus de talents qui puissent là aussi protéger de façon vraiment cyber et numérique ces écoles. Évidemment, nous, on a la chance d'être dans ce secteur-là. Donc forcément, on a cette pédagogie-là et cette connaissance-là. Mais aller dans des écoles publiques qui ne connaissent pas du tout ce terrain de jeu-là, effectivement, il y a un manque même de connaissances et de se rendre compte qu'à quel point c'est important. Donc il faut former les gens, même au-delà du budget, de faire comprendre aux gens qui travaillent dans l'administratif que c'est des données qui sont vraiment très très importantes. Et je suis sûr qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas la notion d'RGPD dans des universités ou des écoles publiques à ce niveau-là. Donc ouais, je pense surtout en termes de pédagogie, c'est important de former des écoles. C'est assez, pareil, sans jeu de mots, mais c'est nécessaire. En tout cas. On apprend tout au long de la vie, et même quand on est une institution, tu le sais très bien. Il y a peut-être d'ailleurs un modèle à développer. Est-ce que Digital ou Metaverse College ne peut pas commercialiser ces solutions cyber pour les autres établissements? J'en parlerai aux équipes, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Non, mais je prends 10% sur la commission si ça se réalise, vous savez, comme d'habitude. Exactement. Là aussi, on va boucler cette partie justement sur la CNIL, le RGPD et l'éducation, Greg. Mais l'idée, c'est encore une fois de faire de la pédagogie. C'est ce que fait la CNIL, encore une fois, avec une mise en demeure. Pour l'instant, on ne va pas jusqu'à la sanction. C'est dans les procédés justement de la Commission nationale informatique et liberté. Pédagogie avant tout, et puis on sanctionnera demain. Oui, et d'où l'importance de votre rôle à vous, les journalistes, parler de tout ça pour, expliquer la menace, faire un petit peu peur pour qu'il y ait une prise de conscience du risque, et puis surtout après, expliquer les solutions, parce qu'on ne va pas laisser les gens devant une angoisse, attention, ça va m'arriver. Il y a plein de solutions aujourd'hui, il y a des solutions dans le privé, dans le public, et puis faisons appel aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont, eux, digital native, ils comprennent tout ça, ils savent très bien ce que c'est que leurs photos sur leurs réseaux sociaux, ils ont compris l'importance de la donnée. Et pourquoi ne pas permettre à ces jeunes d'aller apporter cette expertise dans des
des administrations plus complexes, ça créerait du lien. On parle beaucoup de service civique. Il y a des choses à faire très concrètes qui pourraient être utiles et où on pourrait faire un pont entre ces différentes générations et modes de fonctionnement. Je suis certain que ce serait possible. Pour un service civique cyber, si je t'entends bien, on posera la question, on le proposera à Yann Bonnet la prochaine fois qu'il vient sur ce plateau. C'est le patron du campus cyber, vous le savez. Je ne sais pas si je vais vous faire très peur en écoutant Grégoire Kopp sur ce plateau, mais on va se quitter l'espace dans un instant pour le Zaptech. Un zap préparé par l'excellent Édouard Degnaud. What's my fucking pet's name? I'll tell you my fucking pet's name. And if it's not the right one, I'm gonna call you all and cancel my fucking MasterCard. Yeah, that's not the one either. Well, now which one did I try before? Let me see. Et voilà des matchs, en effet, d'images et du match. Il va continuer à en avoir dans notre club actu du jour. Vous le savez, dans l'école du futur, on est en plateau avec Alexis Clouet, CTO de Digital et Metaverse Collège, Grégoire Kopp, en duplex depuis Marseille, fondateur de GRK Conseil, et Amélia Matar, cofondatrice de Coloris et chroniqueuse émérite de cette émission. On continue notre match actu dans un instant, mais d'abord, Amélia a une idée derrière la tech. Et match, s'il en est encore, et ce sera aussi l'objet de ta chronique aujourd'hui, Amélia, ChatGPT versus éducation, oui, mais version parentalité cette fois-ci. Est-ce que l'outil d'IA conversationnel d'OpenAI peut nous éclairer sur l'éducation des enfants ? Tu lui as posé la question. Oui, je suis allée moi aussi papoter avec ChatGPT, ce nouveau robot conversationnel si encensé, décrié, célébré, chroniqué, pour lui demander son avis sur nos enfants et sur la façon dont nous devrions les élever. Les réponses de cette intelligence artificielle sont franchement intéressantes. ChatGPT ne s'en sort pas si mal en éducation, même si, à mon sens, il passe à côté des vrais enjeux du sujet. Alors Claire Mathieu, la chercheuse au CNRS spécialiste des algorithmes et prof au Collège de France, nous le disait sur ce plateau il y a quelques jours, si ChatGPT était un humain, ce serait un menteur pathologique. Qu'est-ce que tu lui as demandé exactement ? Alors j'ai commencé par lui demander tout bêtement comment élever un enfant. L'outil nous rappelle déjà que, je le cite, l'éducation d'un enfant est une tâche importante et délicate qui nécessite patience, amour et engagement. Cette toute première phrase m'a interpellée car en effet, il faut énormément de patience et finalement, cet aspect de l'éducation des enfants n'est pas celui qui est le plus mis en avant dans l'offre pléthorique des livres éducatifs. Maria Montessori disait elle-même très justement à propos de l'éducation des enfants, ce qui manque, ce n'est pas le temps, c'est la patience. On trouvait ça très beau avec Alexis. On se dit, tiens, déjà, ChatGPT démarre bien. Il est poète. Poète en avant. Exactement, poète en avance.
Quels sont les conseils qu'il te donne ensuite? Alors, il rappelle d'abord que les enfants ont besoin de se sentir aimés et c'est en effet le tout premier besoin fondamental de tous les enfants du monde, quel que soit leur lieu de naissance. C'est notamment toutes les idées autour de la théorie de l'attachement qui se réfèrent à cette notion. Il poursuit sur des conseils un peu plus tarte à la crème, comme le besoin de règles claires, d'indépendance, d'apprentissage par l'expérience. Dans la réponse de ChatGPT figure ensuite un autre aspect crucial qui, à mon sens, arrive trop tardivement dans sa liste de conseils, celui d'être un modèle pour son enfant. Effectivement, l'enfant se construit par mimétisme de ses figures d'attachement d'abord et de son environnement plus large ensuite. Cet aspect, justement, me rappelle un livre, Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants. Dans cette enquête inédite menée par un collectif de 17 chercheurs entre 2014 et 2018 dans différentes villes de France, on découvre avec stupeur le portrait très précis de 35 enfants âgés de 5 à 6 ans et de leur environnement familial. Ces 35 familles bigarrées, issues de différentes fractions des classes populaires, moyennes et supérieures. Et dans ce livre extrêmement précis et documenté, on parle de 1200 pages quand même, on comprend à quel point effectivement l'environnement dans lequel est plongé l'enfant et donc les adultes qui l'entourent influent sur son développement. Donc oui, ChatGPT a raison, notre comportement en tant qu'éducateur est crucial. Et contrairement à ChatGPT, j'aurais placé cet argument bien plus haut dans la liste de conseils. Bon, je ne sais pas si je dois dire ChatGPT 1, parentalité 0 ou l'inverse. En tout cas, on va se dire un partout, balle au centre. Et qu'est-ce qu'il propose sur l'école? Eh bien, la première réponse de ChatGPT n'évoque pas du tout l'école. J'ai donc spécifiquement posé la question suivante. On va refaire les scores dans un instant. Comment aider un enfant à être épanoui à l'école? Et là, je trouve la réponse assez légère, même s'il propose quelques pistes pas si débiles. ChatGPT nous invite à encourager notre enfant à participer en classe, à les inscrire à des activités périscolaires, à soutenir les efforts, favoriser un bon sommeil, créer une relation de confiance avec son enfant. Tout ceci est évidemment juste, mais cette réponse écarte un aspect primordial quand on parle de réussite scolaire. Il fait abstraction de la question des inégalités sociales qui, là encore, sont à considérer de très près quand on parle d'école. Les études sont formelles. La réussite scolaire tient aussi, au-delà de potentiels troubles de l'apprentissage, à des normes sociales. Rappelons que les enfants d'ouvriers représentent 12% des étudiants à l'université, 7% dans les classes préparatoires aux grandes écoles et 3% des écoles normales supérieures qui sont parmi les plus sélectives des grandes écoles, évidemment. Bon, disons que ChatGPT a peut-être encore besoin d'un petit peu de nuance dans ses argumentaires sur l'éducation et sur l'école. Mais comment est-ce que nous, on peut lutter contre ces influences à titre individuel? Alors, la question est éminemment complexe et les réponses sont plurifactorielles. Mais à vrai dire, il semblerait qu'il existe une pratique assez facile à mettre en place dans toutes les familles, une activité toute simple qui serait un levier puissant pour lutter contre les inégalités scolaires et favoriser davantage la réussite de tous les élèves. Je parle de la lecture. Et ça, ChatGPT ne l'évoque pas du tout dans ses conseils aux parents. Or, la lecture favorisée dans la famille dès le plus jeune âge, poursuivie tout au long de la scolarité, s'avère être une vraie réponse aux enjeux d'égalité éducative et de réussite scolaire. Pour ne rien gâcher, rappelons que la lecture est une activité plaisante qui permet de s'évader, de rêver, d'apprendre et de vivre des aventures palpitantes. Daniel Pénac, que j'adore, dit de la lecture cette phrase magnifique: « La vertu paradoxale de la lecture est de nous abstraire du monde pour lui trouver un sens. » Il est bien dommage que ChatGPT soit passé à côté de cela. Daniel Pénac 1, ChatGPT 0. Ça veut dire quoi? Que ChatGPT ne ferait pas un bon parent? Oui, il échoue magistralement dans le rôle parental, on peut le dire. D'ailleurs, il lui manque un impératif évidemment élémentaire quand on parle d'enfant, l'amour. Et ça, j'en suis personnellement absolument convaincue. Aucune intelligence artificielle ne sera jamais capable de l'offrir à un enfant. Et ensuite, parce qu'il contourne les sujets sociétaux profonds et complexes. S'agissant d'éducation et d'égalité, la complexité est considérable et seules des intelligences bien réelles peuvent traiter le sujet avec pertinence, conviction et engagement. Et c'est ce que tu viens de faire avec brio, Amélia. Alexis, je te voyais boire les paroles d'Amélia. C'est vrai qu'on teste ChatGPT sur une infinité de concepts. C'est devenu un peu un jeu désormais. En jouant justement à le faire répondre à des questions, on l'enrichit aussi, c'est un algorithme. Mais c'est là où c'est assez pertinent, c'est qu'on arrive à avoir un débat sur l'amour que peut avoir un robot. Ça montre aussi à quel point ça a évolué. Avant, les bots, on les testait pour savoir est-ce qu'on arrivait à avoir une vraie conversation. Là, on est au-delà de ça. On est en train de se dire est-ce qu'il peut nous apprendre à la place d'un prof, parce que c'est une question chez nous qui est importante aussi. Est-ce qu'il peut nous donner des conseils de parents? Et je trouve qu'il faut se dire à quel point ça a accéléré depuis décembre sur l'évolution des robots. Mais c'est passionnant. Je
passe autant de temps aussi sur ChatGPT, donc sur d'autres sujets, mais pareil, du coup, ouais. Sur quel sujet tu l'entraînes? Éducatif, voir à quel point il peut être un outil et nous accompagner sur la réflexion, l'étude, etc. Et alors c'est vrai qu'il faut faire attention sur le côté menteur pathologique parce que des fois il donne des fausses informations avec conviction, mais dès qu'on arrive à faire le tri, c'est vrai que c'est très impressionnant en tout cas. Je suis assez admiratif sur cet outil à ce niveau-là. Ouais. Donc tu fais partie finalement des établissements d'enseignement supérieur qui se disent plutôt réfléchir avec cet outil d'IA conversationnel, pas forcément tant lui donner sa chance que de l'utiliser justement comme une ressource pédagogique plutôt que de l'interdire. Justement, nous on va faire parvenir à nos étudiants pour les épreuves écrites le fait qu'on autorise l'utilisation de ChatGPT, mais qu'on va noter également la capacité d'utiliser, de faire travailler le bot pour donner sa réponse. Et ça se voit très vite quand l'étudiant donne-moi une réponse, il va faire un truc un peu trop formel, et plutôt que l'empêcher, parce qu'aujourd'hui on a vu que déjà en termes d'anti-plagiat c'est impossible de le checker, et qu'aujourd'hui c'est une étude, une école américaine dans la médecine ou française, je ne sais plus exactement, qui a fait le test et vraiment d'un dossier final, et le ChatGPT a presque eu la moyenne, a eu 9,5 sur un dossier complet dans le domaine de la médecine. Donc quoi qu'il arrive, on ne peut pas passer outre, on ne peut pas interdire à un étudiant, surtout dans le numérique, de ne pas utiliser un outil qui est en train de prendre une proportion hyper importante. Quoi. Très intéressant. Donc toi, tu nous dis, au contraire, plutôt utiliser ChatGPT et en faire un outil pédagogique plutôt que de lutter contre. Grégoire, je t'interpelle aussi sur cette question parce que c'est vrai que c'est un véritable débat depuis fin novembre, depuis le lancement de la plateforme d'OpenAI ChatGPT avec cette IA conversationnelle. On a reçu sur ce plateau tout un nombre d'experts à la fois de l'éducation tech et politique qui ont des positions très variées. Et toi, tu dis quoi finalement? Plutôt justement accompagner cette évolution en matière d'intelligence artificielle que de l'interdire purement et simplement? Oui, évidemment. Après, ce sont des outils. On va dire qu'il a une 9,5 sur 20, pas 20 sur 20. Donc, il faut le prendre tel que c'est. Ça va être quelque chose qui va nous aider. C'est un peu comme la calculette dans les épreuves de maths. La calculette, elle va vous aider à faire des calculs, mais c'est pas ça qui va démontrer l'ensemble du raisonnement. Donc, faisons la même chose. Habituons à prendre à la fois ça pour les avantages que ça comporte, mais avec beaucoup de recul et à apporter de la valeur. Et puis, au final, ces robots vont simplement permettre de faire les choses les plus pénibles. En gros, tout ce qui est pénible et un peu contraignant sera fait par des machines pour qu'on puisse, nous, êtres humains, nous concentrer sur ce qui est le plus créatif, le plus intelligent, au sens mettre en rapport des choses qui ne sont pas censées l'être et que le robot ne verra pas. Donc je pense que c'est vraiment des outils qui vont permettre, en termes de pénibilité du travail ou de pénibilité de l'apprentissage, d'apprendre des choses. Après, il y a un point, c'est la mémoire. La mémoire, on se rend compte qu'avec ces appareils qui font les raisonnements à notre place, ou le téléphone portable qu'on a dans notre poche, et où, au lieu de réfléchir, on cherche dans Google ou ChatGPT, là, ça pose un vrai problème. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à continuer de travailler la mémoire alors qu'on a accès à beaucoup d'informations instantanément? C'est un autre point. On va peut-être en parler d'ailleurs avec le deuxième sujet sur la Chine et le jeu vidéo. Absolument, mais au-delà justement du bras de fer enclenché entre le monde de l'éducation et ces outils d'IA conversationnelle, on voit que c'est un véritable business aussi, c'est un enjeu aujourd'hui industriel et quasiment de souveraineté numérique. On a vu Microsoft notamment lancer Bard, sa version d'IA conversationnelle pour faire concurrence à OpenAI, et c'est Google d'ailleurs, me dit-on dans l'oreillette. Je devrais avoir ChatGPT dans cette oreillette, vous voyez, ça m'éviterait beaucoup de bourdes dans cette émission, lancer son propre outil justement d'IA conversationnelle. Ça veut dire quoi? Qu'il faut s'attendre à ce que là aussi, on ait un match GAFAM versus le reste du monde sur les IA conversationnelles? C'est évident. Le match est déjà là. C'est un outil qui va prendre de plus en plus de place dans nos vies. Un outil est biaisé parce qu'il est écrit par des lignes de code qui ont été écrites par des gens qui avaient des prismes sans même se rendre compte. Donc il y a des prismes qui sont individuels en fonction des sociétés desquelles on provient, et il y a des prismes qui sont politiques et stratégiques en fonction du système étatique et de gouvernance dans lesquels on vit. Et on voit très bien que l'Internet qui est conçu par la Chine ou la Russie sera très différent d'Internet conçu par les Américains, que des logiciels qui servent à utiliser la donnée pour pousser de la publicité ne vont pas faire remonter le même type d'informations. Aujourd'hui, dans Internet, c'est un Internet très particulier auquel on a accès. Il y a des milliards de données qui ne sont pas bien remontées ou pas sourcées du tout par Google parce qu'elles ne permettent pas de fixer de l'attention liée à de la publicité. À l'inverse, en Chine, ils font d'autres choix. Donc oui, la guerre est déjà là. Ce qui est très fort en termes de com et de pub et de marketing, c'est que ChatGPT est devenu un nom commun.
On parle aujourd'hui beaucoup plus de ChatGPT que de Uber il y a quelques temps ou que de Google encore avant. Donc, ils ont réussi à faire d'un nom commercial une marque qui permet de condenser un système d'intelligence artificielle et de travailler sur le langage qui existe déjà depuis des années. C'est en ça que les Américains, à nouveau, ont été très forts. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des ressources. Ils peuvent mettre en disposition gratuite au monde entier avec le bon marketing quelque chose qui coûte très cher. Parce que quand vous jouez là sur ChatGPT, qui est-ce qui paye? C'est pas vous, c'est eux qui le payent pour vous parce que vous êtes en train d'entraîner le logiciel, mais ça coûte beaucoup d'argent. Donc à nouveau, il y a des financements derrière qui sont faits par des boîtes privées, par des fonds d'investissement et par des États qui savent que le premier qui arrivera à capter l'attention captera aussi les utilisateurs sur un produit. C'est une manière de façonner ce produit, d'où cette course à sortir des ChatGPT-like, donc des sortes de chat, de modèles qui correspondent à ChatGPT pour faire revenir les consommateurs. Mais là, ils ont pris beaucoup. Et tu connais bien le sujet, attention à ce que ChatGPT ne devienne pas quasiment un verbe insulte, comme on parlait d'ubérisation avec ce substantif à un moment donné de l'économie numérique. Est-ce que l'économie numérique va être ChatGPTisée ou un monde ChatGPTisé? Ce sera à voir évidemment avec vous, messieurs, dames, notamment dans ce Club Actu, dans les prochaines semaines. Allez, notre deuxième actu du jour, quand la Chine s'éveillera, le monde du jeu vidéo tremblera. C'est la première fois en 10 ans que les recettes de l'industrie du jeu vidéo plonge en Chine. On en parle tout de suite. Et oui, on a été habitué pendant très longtemps à avoir une croissance à 2 chiffres sur le marché des jeux vidéo en Chine. Premier marché mondial s'il en est. Sauf que c'est un repli qui est observé justement pour cette année. Les recettes du pays ont atteint 266 milliards de yuan, c'est presque 36 milliards d'euros, mais c'est une baisse de plus de 10%. C'est suffisamment important pour que ce soit remarqué notamment par le cabinet d'études Gamma Data et que ça fasse la une de la presse. Ce qui est mis en cause notamment dans cette baisse des recettes du jeu vidéo en Chine cette année, c'est le fait que le secteur ait été totalement repris en main par Beijing. Souvenez-vous, le temps notamment de jeu a été limité à 3 heures par semaine pour les moins de 18 ans. Et puis fin septembre, c'était les mineurs de moins de 16 ans qui étaient interdits de streamer sur des plateformes équivalentes à Twitch. Twitch était évidemment banni, interdit en Chine, mais d'autres plateformes de streaming de jeux existent évidemment sur le territoire chinois. C'est une véritable guerre, Alexis, que Pékin a lancée à l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Absolument. Et si ça justifie la manière suivante, aujourd'hui le jeu vidéo, surtout en Asie, est consommé en tant que game as a service. Donc c'est-à-dire que vous avez un jeu gratuit. Et plus vous y jouez, plus vous avez envie de dépenser des accessoires, des tenues pour votre personnage, etc. etc. Bah forcément, si on limite le jeu à 1 heure par jour, 3 heures par semaine, bah forcément on a moins envie de dépenser de l'argent. Donc forcément tout on va dire, cet écosystème du jeu vidéo qui est soit le jeu en ligne compétitif, soit le stream, soit le jeu gratuit qui se veut payant quand on veut avoir des accessoires ou des armes ou plein de choses en plus, c'est une lutte que la Chine a mis en place, et pas que sur le jeu vidéo, mais également sur TikTok, où justement le TikTok pour les mineurs en Chine est beaucoup contrôlé, où on a du contenu éducatif, etc. Donc oui, il y a effectivement, même au-delà du jeu vidéo, il y a une guerre, on va dire, sur le divertissement et l'éducation des jeunes. Et on rappelle que l'équivalent de TikTok en Chine, en tout cas pour les lois de Beijing, s'appelle Douyin. Et c'est la maison ByteDance, évidemment, qui conçoit à la fois TikTok et à la fois Douyin. Mais donc, tu le dis, vraiment, véritable guerre, reprise en main, en tout cas de l'Internet, lancée pour les mineurs pour lutter contre leur addiction en Chine avec ces mesures. Greg, est-ce que ce sont des mesures contraignantes qui nous disent que parfois, le pouvoir chinois préfère choisir la méthode forte plutôt que la méthode de la liberté du marché? Évidemment, et c'est ce qui est fascinant avec des régimes autoritaires, c'est que à partir du moment où on ne respecte pas les libertés, parce que le principe n'est pas la liberté individuelle, mais le principe est le maintien de règles communes et d'un régime, eh bien on permet et on peut appliquer très rapidement ce type de choix. Et c'est là qu'aussi ça permet de prendre en compte des externalités négatives qui sont parfois l'environnement, mais là on parle de la santé mentale des enfants, et on se rend tous compte qu'un abus de jeux vidéo est néfaste. Ça, on le sait. Et après, comment est-ce qu'on réagit? Nous, dans nos régimes occidentaux, on va essayer d'éduquer les parents pour que les parents mettent en œuvre des choses. Les éditeurs de jeux vidéo vont, eux, permettre certains outils, pourront le mettre à disposition des parents pour que les parents puissent peut-être réguler l'accès à ces jeux, et ça va prendre du temps. Mais en Chine, c'est très clair. Vous avez le droit de jouer moins de 18 ans. Vous pouvez jouer le jeudi, vendredi, samedi soir, entre 20h et 21h, point. Il y a un effet qui est immédiat. Donc, ça fait une atteinte à un marché, mais ça permet surtout de se dire que quand un marché crée un produit,
on anticipe et on constate des externalités négatives et on y répond tout de suite. Et c'est ce qui est fascinant avec les régimes autoritaires, c'est que c'est très rapide. Et il ne faut pas faire la promotion de ce type d'application, mais on peut réfléchir à comment les entreprises elles-mêmes pourraient, au lieu d'attendre le plus possible et d'être le plus régulier, le plus tardivement possible, pourraient anticiper ça et dès le départ, quand on crée un jeu, penser aux atteintes à la santé mentale des enfants et ne pas vouloir que les enfants y passent le plus de temps possible. Au contraire, passer un temps de jeu qui va être utile, plaisant, mais ne pas aller dans l'abus. Ouais, par extension, ça peut être une leçon, évidemment, pour mieux designer les gameplays et pouvoir avoir des réflexes qui permettraient d'être moins dépendants, justement, pour ces enfants aux jeux vidéo. Mais quand même, c'est assez impressionnant ce que Pékin a réussi à faire. Alors, certes, avec des méthodes plus que contraignantes. En 2019, notamment, il demandait aussi aux studios et aux opérateurs de jeux vidéo, et notamment aux streamers, de pouvoir mettre en place des solutions vraiment concrètes pour vérifier l'âge de leurs utilisatrices et de leurs utilisateurs. Encore une fois, parce que ces mineurs ne doivent pas pouvoir streamer des parties quand ils ont moins de 16 ans, qu'ils ont 3 heures maximum pour se connecter dans la semaine. Eh bien, les opérateurs de jeux vidéo chinois, notamment ceux du groupe Tencent, ont réagi en proposant des solutions biométriques pour pouvoir vérifier l'âge des utilisatrices et des utilisateurs. Alors, c'est paradoxal parce que ça nous prouve que quand une plateforme veut trouver des solutions, elle peut y arriver. Parfois, c'est un petit peu justement par la contrainte qu'on y arrive. Effectivement, parce que en réalité, surtout en Occident, le but des éditeurs de jeux, surtout dans la manière dont le jeu est consommé, c'est plus un consommateur va passer de temps en jeu, plus il va consommer des outils dans le jeu. Donc en fait, ces réponses, elles doivent être sous la contrainte parce que c'est pas dans leur intérêt financier. Et c'est pour ça que, en fait, c'est très simple. Quand vous inscrivez sur un site, vous devez envoyer votre pièce d'identité pour prouver. Et on a le nombre de temps, par exemple, quand on joue à un jeu sur console ou sur ordinateur, on a le temps de jeu total du jeu auquel on joue. Donc ils le savent. C'est même pas intérêt montrer, flâner, regardez, j'ai joué 200, 300 heures, etc., etc. Donc ils les ont déjà, les outils. Donc la réponse de dire ça va être compliqué de le mettre en place, c'est juste une excuse, en tout cas nous aujourd'hui en Europe, pour les éditeurs de laisser les joueurs jouer un maximum. Donc effectivement, sous la contrainte, ils ont très vite les solutions. Ils les ont déjà en fait. Il faut que les éditeurs de jeux arrêtent de se défausser, Grégoire. Bien sûr, parce que c'est leur responsabilité. Et on va le voir avec cette notion de corporate social responsibility, donc tout ce qui est l'engagement des entreprises. Leurs propres actionnaires, leurs propres salariés vont sûrement ne plus vouloir créer des jeux dont le but est d'enfermer les gens dans le jeu. Donc je pense que cette autorégulation va arriver et peut-être qu'on pourrait s'inspirer du coup de ce qui a été créé comme solution technique en Chine du fait d'une régulation autoritaire pour l'amener dès à présent dans nos régimes de liberté et donner ces outils à disposition des joueurs et des parents pour qu'on puisse s'en saisir. C'est du bon sens de ne pas laisser des gamins passer 24 heures sur 24 dans des jeux vidéo. Et si les parents ne sont pas capables de le faire en prévenant l'enfant et en retirant le jeu vidéo, eh bien, créons les outils technologiques pour le faire également. Pour être sur le point de reprendre, parce que pendant toute cette période de guerre déclarée par Beijing à la dépendance des jeunes aux jeux vidéo, il n'était impossible de commercialiser un jeu sur le marché chinois. Ça y est, l'octroi des licences a été dégelé, si j'ose dire, depuis la fin du printemps dernier. On va voir donc quels sont les titres. 87 d'entre eux sont en cours de validation, mais quels sont les titres qui pourraient arriver. On rappelle aussi que la Chine, en Chine, 98% des 9-19 ans possèdent un téléphone portable et que le pays compte 186 millions d'internautes de 18 ans ou moins. C'est impressionnant ces chiffres, Amélia. Oui, c'est impressionnant, effectivement. Et moi, cette mesure du gouvernement chinois me paraît très simpliste. Et voilà, c'est évidemment à l'image de ce pays. Et je trouve qu'elle pose peu la question de quel jeu on parle en fait, parce que évidemment que tous les jeux vidéo ne se valent pas pour nos enfants, que certains sont plus néfastes que d'autres et certains sont aussi plus profitables que d'autres. Il y a aussi des jeux qui sont bénéfiques et il y a des études qui montrent que certains jeux vidéo participent au bon développement aussi neurocognitif de l'enfant. Donc je pense que c'est important d'avoir aussi une réponse qui soit à la mesure de la complexité du sujet et qui ne soit pas aussi simpliste et caricaturale, quoi.
Est-ce qu'il ne faut pas remettre un petit peu de nuance, en effet, dans la façon dont on perçoit aussi, ou dans les gouvernements perçoivent le jeu vidéo dans son ensemble? Absolument. En fait, je pense que la vraie problématique, elle se pose sur les jeux en ligne, parce que le jeu en ligne, c'est un aspect de compétition, c'est un aspect d'addiction. On a envie de performer, et il y a même un aspect social où on se fait des amis, des ennemis même. J'ai joué, c'est pour ça que je parle en connaissance de cause. On sent le gamer, dans l'âme. Même pas en et toi. Effectivement, il n'y a rien à voir entre un jeu un petit peu narratif où il y a une poésie dans le jeu, etc. Il y a un jeu compétitif où le seul but c'est de gagner, et si on perd, une partie peut durer des fois 30, 40 minutes, 1 heure. On peut se retrouver à faire 4 parties, avoir perdu les 4 et de se dire demain je vais regagner, et il y a cette sensation d'addiction. Donc je pense que la priorité c'est surtout les jeux en ligne compétitifs qui sont les jeux les plus addictifs et les plus nocifs sur les enfants en tout cas. Là aussi Grégoire, et on terminera avec toi cette émission, il faut remettre un petit peu de la nuance dans l'immensité de cette industrie. Encore une fois, le jeu vidéo, c'est pas une industrie uniforme. Non, c'est pas une industrie uniforme, c'est une industrie qui est aujourd'hui supérieure en termes de chiffres et de taille à celle du cinéma. Donc c'est devenu dans notre quotidien. À nouveau, c'est un outil qui existe. Donc c'est un outil qui peut être très bénéfique, et on voit que les enfants peuvent s'évader. Je suis pas gamer pour ma part. J'ai fait beaucoup de vrais sports et j'ai lu beaucoup de livres. Mais je suis persuadé que mes petits frères et sœurs qui ont beaucoup plus joué que moi ont trouvé cet univers, cet enchantement dans les jeux vidéo que j'ai pu moi trouver dans des livres. Et en tant qu'ancien sportif de haut niveau, je suis certain que des gamers ont ce côté très compétitif et très battant dans le jeu vidéo. Et ça peut permettre de développer des capacités qui vont être utiles à leur vie future. Après, c'est comment on encadre ça, comment on l'accompagne, comment on laisse pas un enfant, parce que là on parle toujours d'enfant qui n'a pas encore son libre arbitre, qui n'est pas un adulte, être seul face à des choix qui ne sont pas de son ressort. Ce n'est pas à lui de mettre une limite sur l'usage du vidéo. Ce n'est pas un enfant de 12 ans. Si à 12 ans je voulais courir en rond autour d'un stade d'athlétisme pendant 24 heures, peut-être que j'aurais voulu le faire. Mon corps m'aurait arrêté, mes parents m'auraient arrêté, mon entraîneur m'aurait arrêté. C'est pareil avec les jeux vidéo. Merci infiniment à toi, Grégoire Kopp. Merci à Alexis, évidemment, Chloé. Merci à Amélia Mattar. Merci à nos athlètes, à nos sportifs de haut niveau de l'Actu Tech et Éducation. On vous retrouve évidemment dans un prochain numéro du Club Actu. Et nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.